À 39 ans, il ne compte plus les projets qu'il a montés dans le quartier de son enfance, à l'étranger, avec des amis. Sadia Diawara a, comme qui dirait, la fibre sociale. Chaque jour, il entreprend de faire bouger les choses, que ce soit dans le monde du cinéma, la culture ou l'action sociale. Il est notre invité Diaspora. Bonsoir Sadia Diawara. Bonsoir. Alors vous êtes révélé au grand public en 2013, producteur du film La Cité Rose, un film sur la vie de quartier en banlieue parisienne. On regarde un extrait et on revient tout de suite après. Moi, je m'appelle Mitraillette, je viens d'avoir 12 ans. Mon quartier, c'est la Cité Rose. C'est comme un village. Tout le monde se connaît. Eh Manu, là, putain, tu déconnes, c'est quoi cette musique de noix, là? C'est pas parce que je suis asiatique que forcément je suis chinois. Non mais, poto, pour moi, vous êtes tous les mêmes. Tous des bouffeurs d'insectes, mec. La cité, je la kiffe. J'aurais jamais voulu grandir ailleurs. Présente le piment entier. Alors ce film, ça a été un projet on ne peut plus collectif. C'est tout un quartier qui a porté ce film, quelque part. Tout à fait. Donc c'est vrai que le monde du cinéma en France, on va le dire, est très fermé. Et donc pour moi, il s'agissait de faire en sorte de mobiliser tout le quartier sur des postes de comédiens, mais aussi par exemple pour la restauration, pour la sécurité, pour la régie. Et donc voilà. Donc ça a été une grande réussite. On a fait travailler plus de 150 personnes de ce quartier. Et c'était quoi l'idée derrière, en fait, de faire participer le quartier? En fait, on se voyait mal venir dans un quartier, tourner un film et repartir comme ça, comme des voleurs. Il s'agissait d'impliquer la population locale dans toute la démarche du début à la fin. Voilà. Alors c'est aussi dans ce quartier de Pierrefitte que vous avez grandi. Entre le Sadia enfant et le Sadia devenu producteur, comment a évolué votre perception du quartier, de ce quartier? Écoutez, moi je suis de nature optimiste. Hein. C'est vrai que dans les quartiers dits de banlieue, dits difficiles, on rencontre effectivement certaines difficultés. Après, bon, moi dès le plus jeune âge, avec des amis, on s'est dit qu'il ne fallait pas se laisser, comment dirais-je, se laisser porter par les choses négatives. Et donc, on a tout de suite commencé à mettre en place différents projets au niveau associatif, au niveau du sport, de la culture et de la solidarité internationale. Donc, alors, j'aimerais qu'on revienne sur un livre. Vous avez publié en 2007 un recueil de poèmes, Ma cité intérieure. Qu'est-ce que vous aviez envie de partager avec ce livre? Partager mes pensées, partager un petit peu mon monde intérieur, mes questionnements, mes doutes, les choses qui me rendaient heureuse. À quoi il ressemblait, votre monde intérieur, justement, à cette époque? Il ressemblait à un jeune de 19 ans qui se pose plein de questions sur son identité, sur le monde, sur la société. Et donc, à travers ses écrits, ça me permettait de mieux me comprendre, afin de mieux comprendre le monde. Il avait des rêves, ce jeune de 19 ans? Il en avait. Et aujourd'hui, à 39 ans, déjà, un des premiers rêves que j'avais depuis mon plus jeune âge, c'était de faire la route inverse de l'immigration. Donc, de l'immigration de mes parents, plutôt. Donc, faire Paris-Bamako par la route. Et donc, en 2008, je me suis lancé. J'ai lancé un projet qui s'appelle Road Trip et qui consiste à mettre en place des campagnes de reboisement à travers le monde. Et donc pour le premier, on a fait Paris-Bamako par la route. Et justement, c'est votre père qui vous a donné un petit peu l'idée de ce road trip. Expliquez-nous. En fait, mon père, comme beaucoup de papas de la diaspora, est beaucoup investi dans le développement de notre village d'origine, qui se trouve dans la région de Kayes au Mali. Et donc, quand je lui ai parlé de ce projet, je me suis interrogé en disant que j'aurais bien aimé mettre en place une action concrète et cohérente à travers la route. Et il m'a tout de suite dit que les 3 pays africains que je traversais étaient le Maroc, la Mauritanie et le Mali. Et il se trouvait que dans ces 3 pays, il y avait des territoires touchés par la désertification. Et j'ai dit, bingo, hein, ça doit être ça. Il m'a aussi parlé d'un projet qu'il a mis en place avec ses frères et ses cousins dans notre village. Et voilà, 20 ans avant, ils ont planté des centaines d'arbres dans le village. Et donc, on va dire que j'ai repris le flambeau en le faisant pour le monde entier, on va dire. Alors, vous êtes aussi très investi sur le terrain associatif. Vous aviez lancé, il y a quelques années, les Dimanches de la mémoire, des rencontres pour parler de divers thèmes qui vous touchent, notamment de ces racines maliennes. C'est une manière de rester connecté avec le continent? C'est une manière de mieux se connaître déjà.
Moi, je suis d'origine malienne, je suis né en France. Et c'est vrai qu'à l'école, je n'avais aucune information sur mon pays d'origine. D'ailleurs, la première fois que j'ai été au Mali, je pensais que j'allais voir des gens à moitié nus dans des cases. Parce que à l'école, on me le montrait comme ça. Et donc, du coup, j'étais vraiment très étonné quand je suis arrivé là-bas. Et donc, en 2006, j'ai mis en place ces rencontres qui consistaient à apporter des éléments historiques sur l'histoire de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que vous avez fait une belle rencontre, celle de Jean-Louis Sago Duvauroux. Pourquoi elle était si importante, cette rencontre, pour vous? Elle est importante parce que quand j'ai rencontré Jean-Louis en 2005, je crois, je ne connaissais pas, donc il s'est présenté, il m'a demandé mon nom, j'ai dit Diawara, et il a commencé à me parler en bambara. Donc moi, le bambara, je ne comprends pas. Et il a commencé à me parler de l'histoire de mon nom de famille, et j'étais incapable de placer un mot. Et donc, du coup, j'ai été humilié. Et en sortant de là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose, que j'en apprenne plus sur moi et que, voilà, que je puisse aussi essayer de partager tout ce savoir inconnu à des jeunes comme moi. Et du coup, je me demande, vos parents, qu'est-ce qu'ils vous racontaient alors du Mali? Parce que j'ai l'impression que vous avez découvert ça en étant adulte. Non, bien évidemment, ils me parlaient de l'histoire de la famille. Nous, les Diawara, on a un ancêtre qui s'appelle Damangile. Donc, on a beaucoup parlé de cela. On a beaucoup parlé de Sundiata, des différents empires qu'il y a en Afrique. Mais c'est vrai que je m'étais jamais interrogé sur l'histoire plus globale de l'Afrique. Le Mali, ce n'est qu'une partie de l'Afrique, même si elle a un passé très glorieux. L'Afrique, c'est un continent qui est vraiment gigantesque. Et voilà, enfin, ça m'a permis d'en apprendre plus sur d'autres contrées africaines. Donc aujourd'hui, vous êtes enrichi de cette culture. C'est quoi cette force? Comment elle s'exprime au quotidien pour vous? Elle s'exprime par, comment dirais-je, une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance du monde aussi. Parce que l'histoire de l'Afrique a influencé l'histoire du monde. Il y a de grandes personnes en Afrique qui ont créé de grandes choses pour l'humanité. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à l'oublier. L'Afrique est aussi le berceau de l'humanité. Et donc, enfin voilà, quoi, moi, je pense que je suis fier, en tout cas, d'être africain, d'être franco-africain, et de pouvoir mêler ces deux cultures pour être plus fort. Alors, vous êtes fier d'être africain et vous dites souvent que vous êtes un entrepreneur social. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, entrepreneur social? Ça veut dire que mon objectif à moi, c'est pas de m'enrichir personnellement. Mon objectif, c'est de mettre en place des projets qui permettent déjà de permettre à des personnes de travailler, tout simplement, et qui permettent à des entreprises aussi locales de pouvoir bénéficier de prestations voilà, qui permettent de faire travailler un ensemble de personnes, tout simplement. Et en même temps, il s'agit de se dire qu'on peut très bien parler de solidarité dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est une notion qui est vraiment très importante. C'est pas incompatible. De toute façon, on le voit de plus en plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale et solidaire. Et moi, mon rêve, c'est d'essayer de rayonner avec du cinéma ou d'autres projets d'entrepreneuriat qui rentrent dans ce cadre-là. Alors justement, votre prochain film est en cours. Oui. Vous vous attaquez au centre éducatif fermé. C'est quoi le pitch du prochain film? Je ne vais pas dévoiler trop de détails. Mais quelques billes pour les spectateurs quand même. On parle d'une histoire qui raconte, comment dirais-je, la vie d'un jeune de 17 ans qui est accusé de parricide. Donc il est accusé d'avoir tué son père. Voilà. Et la suite, vous la découvrirez sur les écrans. Et dans la même veine que La Cité Rose, vous souhaitez que ce film soit un peu participatif? Participatif, positif, et surtout, on veut que ce soit un film qui serve d'outil de débat. Parce que bon, le cinéma, c'est vraiment un outil très intéressant qui permet de faire parler les jeunes, d'évoquer les problématiques qui les touchent et d'essayer de ressortir de cela avec des choses positives et des idées pour faire avancer la société. On sera au rendez-vous de votre prochain film. Merci Sadia Diawara d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous.